Le web change de nature. Connected Mate. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Connected Mate. On va parler de Google I.O. 2025. On fait le retour avec Alexandre sur ce qui s'est passé. Mais on a aussi une petite surprise pour vous. En deuxième partie de cet épisode de podcast, Alexandre a pu tester, parce qu'il fait partie des premiers Français à pouvoir tester VO3, la nouvelle version complètement incroyable qui permet de générer des vidéos, mais vous croirez pas vos yeux. Allez, on est parti. Alexandre, bonjour à toi. Salut PPC, toujours aussi top, ces nouveaux épisodes. Super content, effectivement, j'ai accès à Vero 3 et on en va en parler un petit peu après, mais c'est juste absolument dingo. Super important, il faut absolument qu'on débunk tout ce qui s'est passé durant cette Google I.O. 2025. Alors justement, première question, il s'est passé quoi à ce Google I.O. 2025, cette conférence, ce keynote annuel de Google et de tout l'écosystème Android? Qu'est-ce qui s'est passé, Alex? Écoute, déjà majoritairement, comme tu l'as dit, on parle hier, on parle Android. En gros, il y a eu beaucoup d'annonces sur l'Android, sur l'IA, sur le web et le cloud. Ça, c'est les grandes parties, et on va parler directement de ce qui plaît à tout le monde, l'intelligence artificielle. On peut directement dire à l'ère de Gemini. C'est bon, Gemini, on l'a compris, c'est le produit phare, c'est le produit qui va permettre d'orchestrer toutes ces IA. Et là, encore une fois, je suis assez heureux, c'est que Google ont bien montré qu'ils sont 300 000 collaborateurs, 80% de chercheurs, ils ont réussi à se remettre dans l'IA à fond, et c'est les meilleurs. Aujourd'hui, je trouve que c'est le cas. Alors moi, ça fait des mois. J'en ai parlé déjà en 2024. Je disais, attention, Google va arriver. Google ne parle pas beaucoup, mais il prépare des choses incroyables. Et là, ils ont annoncé ce qu'on pourrait qualifier de hard reboot. Ouais, ils relancent la machine et ils mettent Gemini partout. Ils changent le search. L'IA devient une interface. Google l'a fait. Alors pourquoi c'est différent cette fois-ci ? Parce que c'est peut-être pas juste une évolution, je pense que c'est un changement de nature très profonde. Toi, Alexandre, t'attendais quoi ? Et tu pensais que ça irait aussi loin ? Moi, j'attendais principalement le fait que Gemini puisse commencer à faire des actions hors de son spectre habituel, donc dans les applications, etc. Donc un petit peu déçu là-dessus, parce que ça n'a pas été le cas. Par contre, ce que j'attendais, c'est effectivement de voir que le Google Labs, Google Research AI, toute la partie recherche avec tous les projets un peu fun à Google, soit un peu mieux orchestré et de plus haut vol. Et en fait, de ce que je sens aujourd'hui, c'est que quand ils disent effectivement on développe à 60%, 70% avec de l'IA, je pense que c'est factuellement vrai au vu de ce qu'ils arrivent à sortir. Sachant que quand Google sort n'importe quelle application, c'est pas 2-3 personnes qui le testent au fin fond de la France. Non, on parle directement de millions de tests assez rapidement. Donc voilà, je pense qu'effectivement, ils devent vraiment avec de l'IA. Et en fait, ce qui nous a juste tous bluffé, d'ailleurs, c'est ce qui enflamme les réseaux en ce moment, c'est VO3, ce nouveau modèle qui permet de faire des vidéos avec le son intégré. Je trouve ça très très fort parce que moi je le prends juste sous un axe où tu as d'autres startups qui font ça depuis un bout de temps, ils sont arrivés après eux et là ils viennent de déglinguer tout le monde. Je suis sûr qu'on va avoir des très beaux modèles qui vont arriver sous peu, mais encore une fois, Google first. Voilà, il y a VO, mais il ne faudrait pas tout mélanger et se dire ok, le Google I.O. c'est juste VO3. Moi j'ai l'impression qu'en fait ce qui change fondamentalement, c'est la façon dont on connaît le Google, le fameux Google basique, tu sais, c'est va chercher sur Google. C'est encore Google ou d'après toi c'est là, c'est ça ? Ouais, mais non, mais c'est ça, le search en fait. C'est comme ça qu'a fait le démarrage de Google. Ils sont en train de changer complètement le game. Et la question que je me pose, c'est le clic, est-ce qu'il est mort ? Alors, le clic, est-ce qu'il est mort ? Moi, je te dirais à 50%, juste pour parler un petit peu search. AI Mode, qui est maintenant vraiment la partie où, sur Google, vous faites de la recherche directement en mode AI, pas en mode moteur de recherche habituel. Après, il y a la partie Search Live, ça c'est vachement intéressant. Vous savez, il y a 80%, je crois que ça, de Google, 80% des Gen Z utilisent Google Search pour trouver des objets via la fonctionnalité image. Là, ils l'ont mis en live. Et aussi le shopping IA. Ça, c'est super intéressant. Je trouve que c'est le futur, comment ça fonctionne Google. C'est le référencement, qui paye du référencement, ceux qui vendent des produits. Donc, le shopping AI, ça a du sens que ce soit présent. Et effectivement, c'est pareil, ça intègre des fonctionnalités d'essayage virtuel et de recommandations personnalisées basées sur les préférences de l'utilisateur. Ouais, et qui aura accès à ça ? On verra. Bien copain avec eux. C'est vrai que ce qui est intéressant quand tu parles du shopping, si vous avez vu le Google I.O. 2025, ce qui est juste incroyable, c'est en fait, vous avez vous-même et vous pouvez essayer des habits. C'est juste un truc de dingue. Mais bon, je reviens un petit peu sur le cœur du sujet pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche. On a l'impression que les liens, finalement, disparaissent. Les fameux liens qu'on a connus, vous savez, les liens bleus. Et ils sont remplacés par des réponses qui sont maintenant générées. C'est Gemini, qui devient l'intermédiaire unique entre l'utilisateur et l'information. J'ai l'impression qu'on ne cherche plus. En fait, on interroge, on clique plus, on reçoit une info. Le web, c'est un back-office pour des machines, pas pour des humains.
Et la question qu'on peut se poser, je sais pas comment tu as vécu ça, mais est-ce que c'est finalement plus simple pour l'utilisateur de ton point de vue? Pour moi, ouais, hein, bien sûr. Tu auras surtout des résultats de recherche qui seront bien plus proches de ce dont tu as besoin. Donc déjà, c'est sûr, c'est beaucoup mieux. Et surtout, en fait, tu auras un meilleur filtre. Enfin, tu auras toujours les meilleures informations. Donc je pense que c'est parfait. Ouais. Moi, je pense que c'est là où on devait aller. Et là, on a ces premières étapes. Si on arrive à additionner tout ce qu'on voit, on arrive vraiment à comprendre à quoi va ressembler nos interactions de demain. Et ça, c'est cool à voir, quoi. Alors, côté utilisateur, on voit bien que c'est vraiment beaucoup plus simple. C'est-à-dire que c'est vous posez votre question et vous avez déjà la recherche. Donc, on sent que Gemini a fait le boulot d'aller chercher dans plein de sites web, dans plein d'informations pour pouvoir amener un résultat extrêmement concret. Si on se place du côté des marques, des annonceurs, de tous ceux qui payent, du Search Engine Optimization, du Search Engine Advertising, ça change un peu le game. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet, c'est il n'y a plus de lien à cliquer, la réponse, elle est déjà faite par Google, donc on émerge comment on peut structurer nos contenus pour que les modèles de langage, le Gemini, il ait envie de s'en nourrir. Faut payer. Avant, on payait pour être cliqué. Demain, il faut payer pour être pensé par l'IA. Tu vois ça comment, Alex? Écoute, Google, leur cash flow, ça vient du référencement. Pour moi, il sera toujours autant. La pub. Toujours pareil, la pub. Et en fait, tu paieras effectivement pour que des IA puissent bien comprendre et qu'elles prennent le temps de s'entraîner sur tes connaissances, ou juste qu'elles puissent annexer assez facilement tout ce que toi, tu mets à disposition de Google pour qu'après, l'IA, elle, puisse reformuler ton produit, ta description produit pour l'utilisateur. Donc en fait, ça veut dire encore une plus grande valeur de payer du référencement chez Google parce que le référencement va être customisé par l'utilisateur qui fait une recherche. Ça va être plus cher encore parce qu'avant, il y avait un jeu de positionnement. Il fallait être dans les 10 premiers liens. Ouais. Si tu étais dans les 2 premiers, tu avais gagné. On passe d'un enjeu de positionnement à un enjeu existentiel. Ouais. Être dans la réponse. Sauf que comme tu le dis, avant, c'était genre 10 choix. Là, non. C'est fini les 10 choix. Hein. Tu as 2-3 choix. En fait, il faut penser. Moi, je pense toujours pareil. Hein, c'est à quoi ressemble ton interface de réponse et est-ce que tu vas scroller? Non. Du coup, c'est en niveau scroll avec une image, tu as 2 produits que tu peux mettre en avant facilement. Donc, il faut que l'IA elle décide d'indexer ces 2 produits, de les mettre en avant. Donc, il y aura toujours le jeu du prix. Hein, Google, je pense qu'ils vont être très très bons là-dessus pour gérer leur business model. Hein, ils savent très bien faire. Et après, il y aura aussi sur le côté le qualitatif. Est-ce que ton produit a de la valeur? Est-ce que ton site est très bon? Et c'est là, en fait, on peut vraiment reprendre toutes les bases du web, mais vraiment du web 2, hein, le SEO, etc., tes sites bien référencés, la totale. Je pense que là, ces règles-là, ça va jamais être aussi important d'être bon. En plus de ça, je pense qu'il faut avoir une co-stratégie qui est comment je fais du meilleur référencement possible avec Google aujourd'hui. Parce que si tu es closer, tout comment il fonctionne, tu seras closer du fonctionnement de demain. Et surtout, comment tu fais en sorte que tes produits soient compréhensibles par les IA quand elles sont entraînées. On sait très bien, il y a 2 phases. Hein, quand on entraîne des modèles d'IA, ils vont crawler le web pour récupérer de l'information. Aujourd'hui, il y a des méthodes de SEO, mais uniquement faites justement pour ces IA qui s'entraînent. Grosso modo, c'est comment tu peux biaiser une IA pour qu'elle mette ton produit plus en avant que l'autre sans avoir le côté référencement. Ça, c'est factuellement un vrai sujet. Beaucoup de boîtes le disent. C'est moche de dire qu'on essaie de faire des biais à des IA. C'est un peu le marketing, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ouais, alors, bon, on peut parler un petit peu du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le Search Engine Optimization classique, il est mort. On peut peut-être dire bonjour et bienvenue au LLM Optimization. C'est notre mate Karine qui nous disait les marques doivent apprendre à nourrir les IA, pas les moteurs. Et ouais, ça veut dire que les contenus deviennent des réponses potentielles, pas des pages à visiter. Ça change pas mal de choses, ça. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être visible, il faut être repris, cité, interpolé dans une réponse générée. Alexandre, d'après toi, est-ce qu'il faut que les marques deviennent des fournisseurs de données exclusivement? Est-ce que demain, peut-être le SEO, c'est un prompt engineering, plus du fine-tuning, plus de l'influence sur les datasets? Tu vois ça comment? Les marques, ça va changer quoi pour eux? Ça va tout changer, et je pense que tu l'as dit, il faut que les marques donnent de la donnée en fait. Tu dois accepter déjà, il faut accepter que ta data est un petit peu partout déjà factuellement, et donc en tenant cette vision du ok, tout n'est pas private, tu revois le niveau d'importance de tes données, et tu te dis comment je peux donner de l'information que les IA n'ont pas, parce que en fait là on est vraiment dans le monde, pour moi il faut le voir comme l'open source, c'est ce qui a permis d'en arriver là aujourd'hui, et là il faut que tout le monde participe, parce qu'il n'y a plus assez de données, malheureusement, et il n'y a plus assez de données publiquement accessibles. Voilà, après effectivement on peut se faire un cloud ou pas, je ne sais pas. Donc ouais, effectivement, il faut que les entreprises commencent à donner de la donnée à tous ces gens qui font des modèles, et ça permettra de rendre tout beaucoup plus simple pour la suite. Moi, je le vois comme ça personnellement. Du moins. C'est quand même le cœur du business model de Google qui est en train de se toucher. Ça pose plein de questions pour
les marques et les annonceurs aussi. On a posé un peu des questions à nos mates et on a eu quelques réponses, sans savoir qu'est-ce qui les a bluffés. Par exemple, Nash qui nous dit ce qui m'a bluffé, c'est les lunettes, c'est VO3, c'est les promesses peut-être plus que les produits. Caroline nous a dit, moi, c'est Level Up avec Imagen 4, Imagen 4, et grosse attente autour de VO3. Je sais pas pourquoi. En fait, ces éléments graphiques, visuels, marquent plutôt l'imaginaire. Tu vois ça comment, Alexandre ? Waouh, par rapport à VO3 vraiment ? Par exemple. Je pense qu'en fait, avec VO3, c'est que tous ceux qui sont hors de l'IA viennent de comprendre que c'est bon, l'IA peut faire créer des films, en fait. En fait, ça peut le faire, on le sait tous, parce qu'on est dedans à 100%, mais c'est tout un process. Il y a le prompt cube avec Gilles, etc. En fait, c'est tout un art de faire des films avec de l'IA aujourd'hui. Il faut savoir, il faut connaître les outils. Là, c'est accessible assez facilement. Moi, je l'ai. J'ai pris un compte un peu cher, mais on va dire qu'avec $20, on peut réussir à utiliser. Ça fait la voix, ça fait les sons FX. C'est super fort. Et donc là, en fait, le problème, c'est que ça fait montrer au grand public où effectivement l'IA, ça nous amène là-dessus. Alors, justement, tu fais partie des rares Français qui ont pu utiliser et qui utilisent VO3 depuis sa sortie. Ton retour d'expérience, qu'est-ce que tu as remarqué ? Qu'est-ce qui est formidable ? Et peut-être quelles sont les limites que tu as pu toucher ? Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai jamais été un grand fan de la production de contenu par IA, parce que c'est pas mon métier. Et j'ai pas de business autour de ça, donc j'ai jamais plus creusé. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent vraiment que l'entraînement a été fait sur la base de films. Ce qui fait que quand tu fais du contenu en français, rapidement, il y a des sous-titres en français. Parce que ça veut dire qu'ils ont entraîné des modèles où les films souvent étaient traduits avec la traduction française. Et c'est un peu logique, je pense, pour entraîner un modèle. Donc, assez intéressant. Après, il y a le côté où c'est un modèle qui est très puissant, qui fait beaucoup de choses. Mais moi, je pense qu'il est un peu en agentic, c'est-à-dire qu'il, je sais pas si c'est un modèle unique ou c'est plutôt une réflexion où il ajoute tous les éléments. En tout cas, c'est pas le meilleur des modèles. Quand tu fais quelqu'un qui sort d'un taxi et t'as le conducteur du taxi qui est à l'arrière, qui sort, qui retire bonjour et la voiture qui part en marche arrière, j'ai une vidéo qui est géniale. Il faudra absolument qu'on la poste. Tu la postes, cette vidéo, elle est incroyable. Les mecs qui l'ont vue, elle est assez folle. Donc tu dis, en fait, voilà, c'est pas le modèle, je pense, qui fait les choses les plus propres, les plus logiques. Par contre, c'est super intéressant. Et en fait, moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout la plateforme qu'ils ont sortie, s'appelle Flow, la plateforme en fait de Google qui permet d'aider à faire des films. C'est là où c'est très intéressant, c'est que ils ont fait la plateforme pour, à chaque fois, depuis longtemps, ils doivent, tous ceux qui font des images comme ça ont leur propre flow, leur propre process. Là, c'est all-in-one et tu as plein de façons de pouvoir réussir à créer des images avec des ingrédients, etc. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que moi, je suis un très, très grand fan de Google Labs. Je passe toutes mes semaines, je passe 1 à 2 heures sur Google Labs pour essayer de tester les nouveautés, etc. Ou de retester ce que j'ai déjà testé pour voir s'il n'y a pas eu de mise à jour. Parce qu'en fait, sur Google Labs, c'est là où il y a la genèse de tous leurs nouveaux produits. Donc, en fait, tu comprends. Et en fait, c'est là où ce qui est rigolo, c'est que sur Google Labs, il y avait un tools. J'ai plus trop le nom en tête. Le tool s'appelait, que je te dise pas de bêtises. Allez faire un tour sur ce lab, c'est juste dingue. Moi, je vous le dis, depuis Whisk, j'ai repris, c'est Whisk. Whisk. Oui, ça s'écrit comment ? Whisk, W-H-I-S-K. Et en fait, Whisk, c'était une façon de pouvoir générer des images, mais ultra scolaire, je trouvais. C'est-à-dire que tu mets des photos, tu mets quelques mots-clés, ça te fait une image. Pas du tout un prompt, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé Whisk. Donc, en fait, c'est un principe d'ingrédients. Tu mets des ingrédients qui font ton image. Des images, des têtes, des icônes, etc. Et en fait, ils ont fait pareil pour la création des vidéos maintenant. Tu mets des ingrédients. Et donc, c'est pour ça que quand tu analyses bien leurs premiers produits, qui ne sont pas des produits à grande utilisation, tu comprends que s'ils prennent ce qu'ils ont développé là pour un autre produit, ça fait un truc génial. Alors, c'est ça que moi, je trouve formidable. C'est-à-dire que, et ça a été d'ailleurs un peu dit au Google I.O., c'est-à-dire que le lab fourmille d'idées. Donc, ils sont hyper créatifs chez Google et ils ont une capacité à tester les choses, à faire en sorte qu'elles s'imbriquent dans l'écosystème global et, s'il y a besoin, à les pousser à l'échelle. Je prends Notebook LM, par exemple. Notebook LM, ça sort du lab. Notebook LM est en train d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce que c'était. Il passe à l'échelle en application iOS. C'est juste incroyable. Donc, ça veut dire qu'il y a une poussée d'innovation chez Google. Et rappelez-vous, il y a 2 ans, tout le monde se foutait de la gueule de Google, disant ouais, ils sont largués, ils ont perdu le truc. Et là, on sent qu'il y a une vraie stratégie. Ils ont pris le temps, ils ont laissé tous les commentateurs raconter qu'ils étaient nuls, etc. Blablabla. Bla. Ils ont bossé et ils sortent du bois. Et avec ce Google I.O. 2025, c'est une accélération. C'est-à-dire qu'on enlève le rideau et tout d'un coup, regardez, il y a une stratégie et il y a une exécution derrière. Et ça, c'est hyper, hyper puissant. J'aimerais que tu nous reviennes un tout petit peu sur VO3, Alexandre. Il y a VO3, il y a Flow. Comment ça marche tout ça ?
Bah écoute, c'est assez simple. Pour les Européens, vous allez aller sur Flow, vous pouvez regarder les vidéos qui sont créées et vous allez essayer d'y avoir accès. Ça ne fonctionnera pas. C'est un peu plus complexe pour pouvoir réussir à l'avoir. Ça prend un peu de temps. Et en fait, après, dessus, c'est assez simple. Tu promptes. Tu peux choisir, soit tu fais donc à partir d'un texte to vidéo, image to vidéo ou ingredients, donc les ingrédients à la vidéo. C'est assez intéressant. Tu choisis le modèle, donc tu as VO2 aussi d'avant, etc. Tu as VO3, tu génères ton image, enfin ta vidéo. Et donc là, quand ta vidéo elle est choisie, tu as choisi, donc ça, tu peux en générer 4, 5, 8 à la fois ou 2. Tu choisis la vidéo que tu as préférée dans les générations. Ça consomme beaucoup, c'est quand même beaucoup de crédit. Là, avec l'abonnement à 120 € par mois, tu peux faire 120 vidéos. Voilà, à peu près. Ça me fait 110 €, pardon, 124 $. Ouais. 110 €, ça fait 120 vidéos que tu peux créer. C'est un peu cher la vidéo. Et encore, c'est parce qu'il y a une promo, sinon c'est 250, sinon c'est 249 $ par mois. Ce qui est important, c'est qu'on en reviendra sur l'abonnement, mais tu as accès à beaucoup de choses par rapport à OpenAI à 200 $. Donc ça se vaut plus. Moi, j'ai pas encore. Bon, donc quand tu as fait une vidéo, tu l'as choisie et en fait, tu la mets dans ton éditeur. Et de là, en fait, tu vas mettre toutes les vidéos que tu souhaites faire. Tu vas pouvoir les faire durer un peu plus longtemps si tu as envie. Tu vas pouvoir faire ces transitions qui iront bien. Et voilà, moi, le seul truc que je vais encore passer assez de temps, c'est de s'assurer que tu arrives à faire que ton personnage principal, tu arrives à le garder. C'est-à-dire que la première personne, donc ton personnage principal, sur le premier shot, tu arrives à avoir la même densité, la même habillage, la même personne, tu vois, sans aucune différence sur le dernier shot. Tu vois. Donc c'est un peu comme les histoires de LoRa, des petits LoRa, ces petits modèles entraînés, moi que j'utilise pas mal alors j'utilise pas mal Syllab qui m'aide effectivement à finalement faire des représentations de moi très fidèles dans différents contextes. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on s'en sert pour faire nos jaquettes du podcast que vous pouvez voir sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, mais aussi celles sur YouTube. Ouais, c'est assez magique et c'est bien fait. Bravo et big up à cette start-up française. Mais donc le LoRa, il n'est pas encore tout à fait intégré dans VO3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le LoRa n'est pas super intégré. Après, je pense que, comme je dis, je suis pas un expert de la création de vidéos, donc je ne sais pas si je l'ai bien testé ou pas. Mais en tout cas, voilà. Après, ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment fait une interface, un soft qui est super agréable et qui te permet vraiment d'avancer. Je pense que c'est ça qui est important avec VO3, c'est que grosso modo, le public voit que, ok, d'accord, le cinéma va changer. Ok, that's why. Je pense surtout qu'en fait, il y a d'autres choses plus intéressantes que VO3 qui vont être un petit peu surcouverts par les médias. Moi, ce que je trouvais super important, déjà, c'est Android XR. Ils en ont un petit peu parlé. Vous savez, c'est les produits de réalité augmentée de Google. Donc là, on est sur les lunettes, on est sur tous ces sujets. Surtout. Ouais. Ils ont bien travaillé la lunette. Ils ont montré des exemples avec les lunettes en live. Et moi, ce qui était intéressant, c'est que ça a été des lunettes très fines. Et ça me plaît énormément. Enfin, tu connais mon amour et ma vision sur la XR. Ouais, je sais, mais quand on voit les Spectacles 5 de Snap, elles sont encore hyper épaisses. Elles sont hyper épaisses. Ouais. Tu vois, les Orion de Meta, elles sont mastoc. Là, tu as les Google, très fines. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a un petit peu de montage? Je sais pas. En tout cas, quand tu regardes les photos en fait, de la collaboratrice de Google qui porte cette paire de lunettes, tu vois en fait que le verre est un peu creusé. Et donc, tu te dis bien, c'est un peu comme les Google Glass, ils ont réussi à effectivement mettre un écran, du moins c'est ce qu'on pense, dedans, dans la caméra. Enfin, dans la lunette. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que durant le live, elle était en partage d'écran de ce qu'elle voyait. Ça avait l'air de pas être faké. Parce qu'en live, elle est arrivée devant tout le monde et du coup, tu voyais sa vue augmenter. Ce qui est super fort, c'est que s'ils ont déjà réussi à faire le soft, etc., et que dans sa paire de lunettes toute petite, à tout moment, elle avait un câble qui passait dans le dos, tu vois, tu sais pas, mais en fait, ils ont déjà réussi à faire ça, tu vois, au partage. C'est lourd de pouvoir faire un partage en plus sur un. Il y a le device déjà qui fait tout tourner et en plus, tu filmes tout en interne. Enfin, c'est super lourd. Et en plus, comment il a enregistré? Parce que c'est pas comme dans un Vision Pro où en fait on recrée la réalité. Là, on est en transparence directe. Ça, c'est très très complexe, ce sujet-là. Donc c'est super, c'est que tu vois que ça avance. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est que ça va faire un peu taire les sceptiques sur l'importance de la XR et sur cette méga tendance qui est effectivement pour 2025. Et j'espère que 2027, je serai équipé d'une paire de lunettes augmentées. Ouais, j'espère aussi. Et l'autre qui était super, il y a Gmail et Google Meet au passage. Ça intègre maintenant les réponses intelligentes personnalisées et surtout la traduction en temps réel dans les appels. Ouais, alors il y a deux choses. Il y a eu BIM d'un côté. Ouais. Là, c'est BIM. BIM, ça n'a rien à voir. C'est super intéressant. Ça ressemble curieusement quand même BIM à un truc très innovant qu'on avait vu il y a une dizaine d'années. C'était pour faire des visios comme si on était dans un bureau l'un et l'autre. En fait, c'est super. Des salles de réunion. Là, BIM, c'est finalement de la 3D, mais enfin, il faut quand même un équipement. Alors, c'est fait avec HP. C'est fait avec HP. C'est un
enfin, il faut s'équiper en fait d'un espèce de grand tableau avec multicaméra qui vous remet en fait dans une sorte de 3D. Donc on l'a vu dans la démo, on a l'impression qu'ils communiquent ensemble en 3D, c'est juste magique. C'est pas BIM. Le truc intéressant que tu voulais décrire, je pense, dans Meet, c'est la traduction en temps réel. Complètement. Ouais, complètement. Enfin, la traduction en temps réel, on le veut depuis super longtemps. Là, elle est sortie. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas faké la vidéo. C'est-à-dire que tu te mets à parler, tu as un temps de latence qui est logique. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment de l'IA? Je sais pas. En tout cas, peut-être pas de l'IA gen, c'est sûrement de l'IA, mais c'est juste de la traduction en temps réel. Et cool, enfin, c'est cool. Enfin, ils intègrent ça. Ça va peut-être pas sortir en grand public direct. Ça, c'est super important. C'est ce qui va vraiment permettre de changer les interactions qu'on a. Et on l'attend depuis très longtemps. Et ce que j'ai trouvé très intéressant quand tu dis c'était pas faux, c'était pas faké, c'est-à-dire qu'en fait, on voyait qu'il y avait quelques petites erreurs dans le côté labial qu'il y avait sur la vidéo. C'est-à-dire que ça reprenait pas parfaitement en fait la voix. Il y avait cette latence. Donc, ça venait aussi crédibiliser, c'est vrai, c'est pas juste de la démo pour faire de la démo. On en est à ce niveau-là. Et ça, j'ai trouvé que la posture de Google était plutôt très intelligente de se dire, voilà, on va pas vous raconter des bobards, voilà où on en est, voilà le niveau, mais comme on accélère énormément, parce qu'il y a une accélération depuis 2 ans, de dingue en fait, de ce qu'ils sont en train de faire, voilà, on est honnête, on fait du building public, on montre comment ça fait. Si on prend un peu de recul sur ce Google I.O., avant de terminer cet épisode de ce podcast, moi j'ai l'impression quand même il y a un énorme changement et une énorme transformation qui est en train de s'opérer. Google est utilisé par centaines de millions de personnes et globalement ça va amener une transformation dans la façon dont on interagit et finalement on va peut-être dans un nouveau monde d'interfaces qui sont peut-être plus fluides, plus orales, plus proactives. Le fait de mettre Gemini dans tous les services, la voix, l'image, la vidéo, finalement ça devient ils deviennent les nouveaux inputs. Et c'est peut-être et c'est Nash qui nous le disait d'ailleurs, les lunettes, notre maître Nash, les lunettes sont peut-être devenues un point de bascule. Voilà, donc il y a cet énorme changement. Et complètement, d'ailleurs, je me permets, parce que tu as parlé de BIM tout à l'heure, mais pourquoi BIM est intéressant? Ça sert à rien de pouvoir regarder des vidéo calls en 3D. Enfin, si toi aussi tu as ton écran chez toi en 3D, non, ce qui est super important, c'est comment tu vas faire en sorte pour ceux qui seront dans des environnements à réalité augmentée ou virtuelle, pour pouvoir avoir des interactions beaucoup plus fluides, beaucoup plus humanisées avec les autres. Bah ça sera que par le fait que toi, on arrive à peu près à t'avatariser, en fait, pour ceux qui t'appellent, et toi, si tu es en avatar, tu arrives à être vu d'une façon assez humaine dans un écran. C'est ça, en fait, qui est super intéressant, tu vois. C'est pas les 2 écrans qui se parlent, c'est un écran qui parle avec un device différent. Et là, ça vient aussi, je pense, nourrir, en fait, moi, la compréhension que j'ai eue, c'était de se dire aussi, on est peut-être dans une phase où l'interface visible est en train de changer. C'est-à-dire que le web devient ambiant, il a intégré notre perception, avec l'IA, c'est beaucoup plus fluide. Je ne sais plus si on pourra dire, allez, on va sur Internet, vous avez tous connu ça, je vais sur Internet. Ben non, peut-être que c'est Internet qui vient à nous. Ça change peut-être tout, ça change peut-être aussi le modèle dans l'information. Voilà, c'est alors avec tout ça, ça soulève plein de trucs. Hein. Qui c'est qui décide ce que l'IA nous montre? Est-ce que l'IA est un éditeur invisible? Est-ce que la personnalisation des contenus, elle va être opaque par rapport à toute la diversité des sources? Waouh, il y a un sujet, Karine nous le disait, elle le disait dans son post sur LinkedIn, vérité as a service, truth as a service, je sais pas. Mais si tout passe par l'IA, si c'est l'IA qui décide ce que vous méritez de savoir, c'est juste un pouvoir énorme qu'on est en train de donner à l'IA. Et peut-être que Google est en train d'ouvrir cette voie-là, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Meta aussi est en train de faire d'énormes changements. Connected Mate. Il y a aussi des sujets dont on n'a pas parlé. Astra, Mariner. Alexandre, c'est quoi Google Astra? On a tous ce rêve d'une IA qui peut tout faire pour toi. Tu vois, qui a accès à ton téléphone, à tout, et il va avoir tes mails, cherche des PDF, etc. Ça, c'est le projet Astra. Certains l'ont, c'est très très compliqué, malheureusement, celui-là, je ne l'ai pas. Et Astra, c'est vraiment ce téléphone qui, tout seul, a une IA qui va prendre le contrôle de tout, qui scrolle, qui fait tout dessus. C'est génial, ils font ça sur un Pixel. Ça, c'est Google Astra, mais il faut avoir un Google Pixel pour que ça marche. Même pas, il faut être très très ami avec Google. Voilà. Et après, tu as le Project Mariner. Project Mariner, c'est un petit peu l'une des features, l'une des genèses de projet Astra, si on peut dire. Moi, ce qui est public. Tu peux le faire maintenant avec l'abonnement Google One à 110 € par mois. Du moins sur les 3 premiers mois.
Et en gros, c'est un petit peu comme opérateur d'OpenAI. En fait, c'est une IA qui a accès à un ordinateur et qui va prendre le contrôle et faire des actions pour toi. Donc moi, elle a préparé un week-end à Lyon pour 2 en train. Voilà, donc Mariner a scrollé le web, elle est sur les sites et a réservé les différents éléments. Tu peux nous raconter comment ça marche exactement? Mais écoute, c'est comme opérateur, c'est simple. En fait, tu as une vue avec un ordinateur, tu donnes une indication à l'IA et après, tu vois la souris qui se déplace. Mais tu lances ça avec ton navigateur web, tu lances ça sur Project Mariner, qui est le site. Project Mariner, donc ça c'est dans le lab, c'est dans le lab de Google. Ouais, c'est ça. C'est dans le lab de Google. Tu y as accès encore une fois que si tu es compte US. Ce qui était super intéressant, c'est que du coup, ça fait longtemps que moi je teste. On a testé Anthropic avec Computer Use, qui est l'IA d'Anthropic qui contrôle un ordinateur. Après, il y a eu Operator avec ChatGPT. C'est pareil en fait. C'est juste une IA qui prend le contrôle d'un ordi. Et dans Project Mariner, tout ce qui est intéressant, c'est la rapidité et la compréhension. Ça, j'ai trouvé, j'étais un petit peu halluciné, je l'ai fait juste avant l'enregistrement là, et ça allait très vite, et ça savait faire des actions, ça se perdait pas trop, et c'était dans ce principe de réflexion agentique, c'est l'IA qui s'auto-pose des questions. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Et en fait, on voit bien que Mariner, c'est la base d'Astra, parce que Astra, c'est une IA qui doit contrôler les devices. Pour avoir de l'information, il faut contrôler les devices, savoir scroller, swiper, changer de page, etc. Apple bosse dessus, je suis sûr qu'on va avoir des belles choses en juin. C'est vraiment cool d'en parler parce que c'est des petites choses qui sont peu mises en avant parce que trop complexes à comprendre et pas assez factuelles, il n'y a pas assez d'extraits à montrer, c'est très compliqué en fait à faire comprendre, du moins pour des médias basiques. Du coup, c'est pas assez mis en avant et ça, je trouve ça vraiment... c'est les plus gros gaps pour moi. Et du coup, je pense qu'on peut juste conclure sur cet abonnement IA de Google, donc l'abonnement de Gemini, soit tu as l'abonnement à $20, voilà, tu as accès à Gemini+, et après tu as l'abonnement Ultra à 120 et après à 250. Je pense que ça se vaut, en fait. Ça se vaut pour beaucoup. Là, c'est vraiment à ceux qui ont la chance de prendre, aux entreprises qui veulent tester. Il n'y a pas de vrai usage, il ne faut pas se leurrer, parce que oui, tu peux faire des vidéos, oui, tu peux avoir accès à 2-3 outils. Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour le business? Je ne sais pas. En tout cas, on voit que les pricing augmentent doucement, OpenAI augmente, tout le monde augmente. Et ce qui est bête, c'est qu'à un moment, on va ne plus pouvoir s'en passer, on va tous payer assez cher l'IA. Et c'est pour ça, je le dis toujours, l'IA locale, pour moi, c'est l'un des aspects les plus importants. Et c'est ce qui permettrait de faire autant de choses pour moins cher. Et j'attends Apple là-dessus. Ok, donc l'open source, l'IA locale, si je te suis bien. Moi, j'ai l'impression quand même, quand on voit ces projets-là, c'est que ça milite aussi pour les devices Google, en fait. C'est-à-dire qu'intégrer ça dans le hardware, puis on va voir, le hardware, il y aura plein de changements. On a l'impression quand même que toutes ces IA, en fait, elles sont en train de changer totalement l'interface. Moi, je pense que le grand changement qui est à noter, c'est les interfaces telles qu'on les connaît sont en train de totalement changer. On aura des choses qui seront peut-être plus fluides, moins d'écran, puisque tu le décrivais avec Mariner, finalement, ça veut dire que à la voix, tu as pu dicter à ton ordinateur, si demain ça existe encore, je ne sais pas, le fait de te commander un voyage en train à Lyon, ça marche. Voilà, donc est-ce qu'on a encore besoin d'un écran, d'une table, de site web, de machin? Peut-être pour les machines, il y en a besoin, peut-être que pour nous, il n'y en aura plus du tout besoin. Et tu pourras peut-être juste à la voix le décrire, et puis il y a une IA qui va entendre ça, et qui va s'occuper de te réparer tout ça, et de préparer tout ça. Et complètement, et si vous voulez vraiment comprendre ce qu'on veut dire, tapez projet Astra Google, vous allez tomber sur des vidéos, et là vous allez comprendre, c'est un mécanicien de vélo qui parle en fait avec son téléphone. Et en fait, pendant qu'il fait des recherches, son téléphone, on voit l'écran. C'est assez beau d'ailleurs, ça ressemble vachement au design d'Apple, au niveau de l'IA de Gemini. Et en fait, c'est que tu vois que le téléphone s'auto-scroll tout seul, auto-ouvre des PDF, zoom, pour pouvoir faire tout ça. Et ça, c'est super fort. Et pour moi, une belle réussite d'un projet comme ça, c'est quand ça ne sera pas sur le cloud, mais on-premise, donc dans le device. Dernier point, si on s'habitue trop vite à ces nouvelles interactions, ça va bien marcher, c'est tellement fluide, c'est tellement génial, etc. Qu'est-ce que ça peut changer, Alexandre, dans notre façon d'avoir finalement un peu de recul sur notre analyse de l'information? Ça va changer beaucoup de choses, c'est que tu vas moins analyser les choses, tu vas beaucoup plus faire confiance à tout ça. Et du coup, voilà, ça amène ce qu'il va falloir avoir la pensée critique beaucoup plus forte. Et moi, ce que j'espère, c'est que tu vas avoir une phase où tu n'auras pas trop la main, et j'espère que rapidement, tu vas pouvoir commencer à vraiment custom tes agents et leur mettre des règles d'auto-pensée critique, tu vois. Je pense qu'on va arriver sur un truc comme ça. Enfin, du moins, nous, en Europe, j'espère que nos régulateurs vont penser à des choses du genre. Moi, j'espère. J'espère que même nous-mêmes, chacun d'entre nous peut y arriver. C'est-à-dire que c'est un peu, quand il y a eu la calculatrice, finalement, on s'est plus mis à faire de calcul mental, on réfléchissait plus.
on utilisait la calculatrice. Quand Waze est arrivé, on a perdu l'habitude de s'orienter. C'est-à-dire qu'en fait, on fait confiance à Waze, donc on ne regarde plus une carte, on ne sait peut-être même plus l'analyser. L'IA va peut-être nous faire oublier comment chercher. Et c'est peut-être le grand sujet. C'est-à-dire que Google nous a appris à chercher. À chercher, on posait une requête, on avait des liens, on allait sur la page 1 ou sur la page 2, on se faisait finalement notre avis sur ce qu'il y avait. Là, avec l'IA, c'est peut-être fini. Donc peut-être, et moi c'est la question qui me taraude, est-ce qu'on va devoir réapprendre à douter, à savoir se poser les questions, comment on s'adapte à tout ça? Je ne sais pas comment tu vois les choses, toi Alexandre. Moi je te dirais que d'autres pourraient te dire, en fait au passage Google t'a aussi forcé à perdre la façon de faire des recherches en librairie, de lire des bouquins, tu vois, de vraiment faire de la recherche comme ça, de parler plus avec les gens. Donc dans tous les cas ça change, ça évolue, et ce qui est important c'est d'avoir une plus grosse pensée critique. Je pense que c'est le mot qui peut être le plus utile. Après, l'autre axe qui est le plus intéressant, je pense, c'est niveau business. Et d'ailleurs, c'est plus ceux qui nous écoutent. Il y a tellement d'opportunités, tout va changer. Et moi, ce que je vois souvent et ce que j'essaie le plus de dire possible à des leaders, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est sur une phase où il y a des énormes opportunités. Tout le monde va les prendre, mais très peu vont la prendre direct. Ceux qui vont la prendre direct, ça va être une force, ça va être un coup de boost. C'est dans un jeu vidéo, c'est le cheat code, quoi. Après, tout le monde va les faire, mais les premiers qui l'ont fait, voilà, ça a été tout super pour eux. Et là, on est vraiment à cette ère-là. C'est rare d'avoir des si belles évolutions. Et personnellement, il faut être le plus proche possible des big tech. Comment tu vois Allez, là, on a vu Google I.O., c'est toujours un laboratoire, en fait. Ça montre des nouveautés. Il y a à la fois un aspect laboratoire, mais un aspect, on le met en marché. Pour l'instant, la plupart des choses qui sont montrées sont disponibles uniquement pour les Américains. Tu fais partie des rares Français qui peuvent utiliser un certain nombre d'outils, mais voilà, c'est pour les Américains. Comment tu vois les choses Allez, c'est difficile, je te demande pas d'avoir une boule de cristal, mais dans 3 ans, est-ce que tu penses qu'on aura complètement oublié de faire les choses nous-mêmes si on tire le fil? Tu vois ça comment, toi? Non, parce que tu vas avoir appris à les faire différemment. Il y a plein de choses que toi tu sais faire que moi je ne sais pas faire, parce qu'effectivement on n'est pas de la même génération. Voilà, c'est normal, je pense que c'est normal. Mais c'est sûr que peut-être qu'on va savoir faire moins de choses. Parce qu'on va être sur des interfaces qui vont se modeler à nous. Donc à partir de là, les choses vont être bien différentes. Mais je suis sûr qu'on va apprendre des choses tout aussi magnifiques. Et tu vois, un exemple tout bête. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que tu peux t'amuser à créer des films sans être vidéaste, sans être réalisateur. Tu vois. Et donc je pense que peut-être qu'on va apprendre à faire moins de choses. Il y a des choses qu'on va perdre, mais il y a des choses que tu n'aurais jamais fait avant, que tu peux faire et apprendre à faire, tu vois. Donc je pense que la balance se vaut, et en tout cas on va réussir à s'occuper sans aucun doute. Je reste très positif, à condition de mettre les mains dedans, à condition de créer, à condition de vouloir tester, à condition d'aller chercher plus loin, et de se dire, allez, super, on a des nouveaux crayons, des nouveaux outils, des nouvelles possibilités. Tu nous parlais de VO et encore il y a quelques bugs, etc. Mais on voit bien que ça évolue de façon assez extraordinaire. Ça va laisser un pan incroyable à toutes celles et tous ceux qui veulent créer, qui se disent, tiens, j'ai une idée, j'aimerais aller plus loin, j'aimerais plus vite, j'aimerais finalement me démarquer aussi et puis faire entendre ma différence. Donc moi, je crois que c'est un vrai plus. Voilà, ça sera peut-être mon mot de la fin. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin à rajouter de ton côté. Je veux juste que Google, tout ce qu'ils ont annoncé, ça va vraiment sortir, et pas comme d'autres où ça sera dans un an, à la prochaine conférence où ils vont faire des releases. C'est ce qu'ils nous ont fait. Donc j'aimerais bien que ça avance un peu plus vite. Et je pense qu'on commence à être tous pareils, on a un petit peu ras-le-bol des annonces où derrière il n'y a pas grand-chose. Bon, en tout cas, sur tout ce cas, beaucoup de choses ont été annoncées par Google, j'en ai déjà testé pas mal. Donc on n'est pas trop sur du bullshit, et je suis plutôt content, donc ça m'a remis un petit peu du happiness dans mon dimanche. Je pense que ce qui est formidable, c'est que ça va là aussi booster tous les acteurs, parce que Google a marqué un grand coup, ils vont tous se remuer. Que ce soit Microsoft qui va être obligé d'accélérer, que ce soit Apple, on attend plein de choses de la part d'Apple, OpenAI qui a fait plein d'annonces aussi. Je pense que c'est aussi une opportunité pour que chaque acteur y aille aussi de sa créativité, lâche les sujets. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait 4, 5, 6 annonces incroyables. Ça ne cesse d'accélérer. Il y a un peu de bullshit, mais il y a quand même beaucoup de gens qui délivrent. Et ça, c'est vachement important. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode de Connected Mate. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Apple Podcast, Spotify, Deezer
Il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est vous abonner. Puis si vous mettez 5 étoiles, vous pouvez mettre 5 étoiles. Si vous mettez un commentaire, n'hésitez pas. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est très simple. Vous allez dans le moteur de recherche de YouTube et vous tapez Connected Mate, tout attaché. Voilà, et vous abonnez, c'est super sympa. Et puis, vous pouvez mettre des commentaires, on répond à tous les commentaires. On a besoin d'avoir vos retours et vos visions, parce que bon, nous, on parle à deux. Des fois, on parle avec tous nos mates aussi, mais déjà, on pourrait être plus de mates. Et en plus, il faut savoir vos avis, quoi. C'est ça qui est intéressant. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.